Salut Kylian. Salut. Eh ben écoute, vraiment un très très grand merci sincèrement pour le temps que tu donnes à cette interview, à tous ceux qui écouteront. Je sais que tu as un emploi du temps quand même bien chargé, tu as beaucoup de casquettes, on en parlera peut-être un peu pendant l'interview. Et donc vraiment un très grand merci de donner ce temps à nous tous qui allons t'écouter pendant l'heure qui vient. Alors j'ai dû même prendre des notes avec tout entre ton palmarès, tes fonctions. Donc pour résumer, je le dis tout de suite, ceux qui vont beaucoup apprécier cette interview, je sais qu'il y en a plusieurs qui l'attendent. Je vous recommande, je le dis dès le début, je mettrai les liens dans le descriptif, mais je vous recommande vraiment d'aller écouter les 3 podcasts. Donc, celui de Endurance 30, Analyse olympique et Raconte ton sport. C'est 3 interviews que tu as déjà données et qui sont super intéressantes, où il y a beaucoup d'éléments. Et aujourd'hui, on va compléter tout ça spécifiquement sur le judo. Donc oui, Kylian, tu as été 4 fois, j'ai noté, sur le podium des France, dont 2 titres, champion de France, c'est ça? C'est ça exactement, oui. Tu as été médaillé européen espoir et senior. Bien sûr, champion du monde et olympique par équipe. Par équipe, on a vibré il n'y a pas longtemps avec vous à Tokyo 2021. C'était vraiment magnifique. Donc ça, c'est ta carrière d'athlète que tu continues. Tu nous en parleras. Tu es aussi entraîneur depuis de longues années. C'est pas récent. J'ai entendu donc dans l'un de ces podcasts que tu as commencé dès 16-17 ans, je crois, avec des plus jeunes. C'est ça, oui. Et que tu as même eu des résultats rapidement, au bout d'1 ou 2 ans, dans tes petits élèves. Ils étaient déjà vraiment... La progression était remarquable. On va dire que j'ai eu pas mal de chance de tomber sur des jeunes qui avaient envie et puis j'avais très envie aussi de les accompagner. Donc, on a formé des belles équipes, pour certains que j'ai emmenés jusqu'à une médaille mondiale, par exemple, pour Walid Kiar l'année dernière. Ouais. Donc, des parcours tout au long d'une vie sportive, puisque en fait, c'est assez rare des entraîneurs qui ont cette chance, si je peux dire, de pouvoir accompagner des élèves qu'ils ont depuis très jeunes à la fin de leur parcours. Et quand je dis accompagner, c'est que j'étais pas non plus leur seul interlocuteur. Il y a eu des entraîneurs nationaux, il y a eu des préparateurs physiques divers et variés. Donc on va dire que le point commun de toutes ces années, c'est que j'étais présent. Donc c'est cool, ça fait vraiment plaisir de vivre ces choses-là. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser que si on veut voir aussi un petit aspect de cette fonction que tu as, je mettrai aussi le lien. Il y a eu la série Champion, dans lequel on te voit accompagner Chérine. Et voilà, j'y pense parce que tu parles de je sais pas si on peut appeler ça la fidélité, mais en tout cas le fait que tu accompagnes vraiment sur le long terme. Et là, la série Champion, c'est quand même sur plusieurs années, et c'est super intéressant de voir comment aussi t'es présent et t'accompagnes au mieux les athlètes avec leurs hauts et leurs bas aussi. On va dire que la progression se fait de façon sur le long terme. Pour atteindre de très grandes performances, il faut se laisser du temps. Je pense qu'on y reviendra, mais il faut pas forcément être non plus trop pressé. Si on est tout le temps dans l'urgence, en fait, on fait des petits sauts de puce, mais on ne progresse pas de manière très globale. Donc, c'est aussi là-dessus que moi je m'inscris, et c'est la volonté que je partage avec les athlètes de se faire confiance sur du long terme et de travailler un peu tous les jours pour pouvoir progresser au fur et à mesure des années. Ouais. Et ce qui reflète, peut-être on peut commencer par là. Alors, hésite pas si tu veux ajouter des choses pour te présenter. Là, j'ai fait vite fait le palmarès pour qu'on passe tout de suite dans le vif du sujet. Tu voudrais dire d'autres choses pour te présenter ? Déjà, c'est que la fonction aujourd'hui que j'occupe au sein de mon club, Flamme 91, c'est une fonction de directeur sportif. Donc, c'est de manager des entraîneurs, des athlètes, et de donner à tous les professeurs des écoles de judo, d'essayer de partager un maximum mon expérience et d'échanger beaucoup avec eux sur eux aussi leurs expériences terrain, et de créer la meilleure synergie et de faire en sorte qu'on avance et qu'on progresse ensemble avec ses hauts et ses bas. Et donc ça, c'est vraiment mon rôle, et c'est comme ça que je le prends en tout cas, c'est de me dire que à la fois j'entraîne, mais à la fois je forme aussi. Ouais. Et c'est aussi la volonté que j'ai quand je forme des athlètes. Il y en a beaucoup qui aspirent aussi à entraîner plus tard, et j'ai aussi dans un coin de ma tête aussi d'en faire de bons entraîneurs. Ah oui, je comprends. Dans ta façon de faire, c'est aussi une façon de transmettre les compétences de l'entraîneur, quoi. C'est ça. Et puis le judo, c'est quand même, on est beaucoup dans l'exemplarité, et j'essaye humblement, mais j'essaye de transmettre ça et d'être le plus exemplaire possible dans ma manière d'entraîner. Je fais des erreurs comme tout le monde, mais d'essayer d'être un maximum raccord avec ce qu'il faut faire et ce que j'ai envie d'être au quotidien, et d'apporter ça en fait à ces judokas. Il y en a qui feront pas une carrière de sportif de haut niveau, de très haut niveau.
Il y en a qui auront par contre une super carrière d'entraîneur probablement, mais en tout cas, ils auront progressé avec moi sur leur parcours. Ouais. Et du coup, dans ça, alors si je reviens, enfin, je trouve que quand tu parles de ce long terme et que tu as cette capacité à voir la carrière finalement au niveau de la vie en général, comme tu dis, parfois on ne fait pas une excellente carrière au niveau et puis on fait des super bons entraîneurs, etc. Moi, ça me fait penser à un premier domaine où je voulais un peu te poser des questions. C'est que toi, de ce que j'ai compris, en fait, tu as travaillé énormément, quasiment tout seul. Enfin, tu t'es formé aussi par toi-même et tu es allé performer. Alors, tard, j'aime pas l'expression tard, parce qu'en fait, ça se trouve, c'est l'âge normal pour performer. Mais en tout cas, tu n'as pas fait partie de ceux qui, peut-être, dès minimes cadets, se faisaient repérer. Comment tu vois ça? Est-ce que tu trouves... Il y a une Fatoumata, là, qu'on a eu pas longtemps, qui disait, bah, parfois, il vaut mieux... Pour elle, c'était peut-être mieux de faire ses armes sur les premières années, de performer plus tard. Toi, par rapport à ton expérience, par rapport à ceux que tu vois, comment tu vois ça? Est-ce que tu trouves ça logique de pousser à mort sur les minimes cadets? Voilà, comment tu vois ça? Je pense qu'il y a pas de vérité. C'est ça la vérité, c'est qu'il y en a pas. C'est que en fait, tout simplement, il y a des gens qui vont être performants très tôt, très jeunes, et qui vont continuer à avoir une super carrière de haut niveau. Il y en a d'autres, et je pense que par contre, ça c'est quand même la majorité de gens qui vont être très forts très tôt, très jeunes, et qui vont perdre un peu le fil. Ouais. Ce qu'il faut accepter, c'est que déjà il y aura peu d'élus, et que pour ça il va falloir être différent des autres. Il va falloir avoir peut-être une capacité de travail supplémentaire, être plus intelligent dans sa manière de pratiquer. Il va falloir être mieux accompagné. Il va falloir plein d'éléments en fait, aussi peut-être un peu de réussite, hein, forcément moins de blessures. Même si j'aime pas cette vision qu'on a de la chance ou du talent, Ouais. mais ça reste quand même des éléments peut-être à prendre en compte. Mais je- ce qui se passe, c'est quand même qu'il y a quand même une forme d'opposition entre se dire si je suis fort très tôt, très jeune, est-ce que je vais réussir à garder cette motivation plus tard? Parce que j'aurais déjà vécu des choses et j'aurais l'impression d'avoir vécu beaucoup de choses. Moi aujourd'hui, je vis encore des choses extraordinaires alors que bah j'ai déjà fait je ne sais plus combien de voyages au Japon et que je suis toujours surpris et heureux d'arriver là-bas et de faire un stage et de découvrir de nouvelles choses. Et dans n'importe quel pays en fait, du coup on apprend un peu tout le temps et je pense que j'ai cette capacité de me dire waouh, il y a plein de choses qui peuvent m'attendre, je peux encore beaucoup progresser et d'avoir cette ouverture d'esprit de me dire lui il peut m'apprendre, elle peut m'apprendre, on peut s'apprendre. Et c'est ça en fait le truc, c'est que quand t'es fort très tôt et que ça bah que dans tes combats, dans ton expression ça marche très vite, bah t'as du mal en fait je pense à faire durer cette motivation, Ouais. à continuer à te dire qu'il y a d'autres choses à aller chercher. Et je pense que c'est ça qui est assez dur quand t'es vraiment très vite performant. Après c'est sûr que c'est quand même plus simple si t'es super bien accompagné tout de suite avec tous les ingrédients qui sont nécessaires à la performance. Bah en fait t'es là, t'es présent, t'es l'un des meilleurs dans le carré et tu es sur la boîte à chaque fois que tu fais une compétition. C'est quand même plus Ouais. simple, on va pas se mentir. Mais on se rend compte aussi quand même avec le temps que c'est pas forcément toujours ceux-là qui perdurent et qui ont de très très grosses médailles. Surtout dans un contexte très concurrentiel qu'on a nous en France où tous les ans il faut remontrer que c'est toi le meilleur, il faut remontrer que tu mérites ta place, même des fois avec des palmarès plus Mmh. qu'éloquents. Donc il faut garder cette motivation et c'est pas forcément le plus simple. Donc, je pense qu'il y a pas de clé, enfin de réponse claire. Par contre, il y a quand même aussi des éléments clés, c'est il faut travailler dur, il faut être malin dans sa réflexion, il faut se poser les bonnes questions, il faut continuer d'avancer. Il faut se dire que chaque jour est un nouveau et qu'en fait, bah même si j'ai battu la personne à la dernière compète, elle peut me battre cette fois-ci parce qu'elle aura trouvé des éléments de réponse ou elle aura progressé dans un autre domaine et qu'il faudra que moi aussi je redouble d'efforts peut-être pour la battre la fois d'après. Donc c'est ça en fait, on rebat les cartes en fait un peu tout le temps et c'est ça qui est aussi très cool, c'est que c'est pas écrit. On s'ennuie pas, c'est pas écrit, c'est pas parce que t'as perdu 6 ou 7 fois contre une personne que tu pourras pas la battre à la 7 ou 8e fois que tu vas le combattre ou la combattre, y a pas de vérité quoi. OK.
Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Je t'entends dire savoir bien s'entourer, redoubler d'efforts. Si on prend le côté de bien s'entourer, moi, j'ai pas mal de questions à te poser parce que on est très nombreux de judokas à avoir notre club. En général, on a déjà la chance d'avoir un bon prof et des bons partenaires. Mais c'est vrai que si on veut aller chercher un peu plus loin, on ne sait pas forcément où aller pêcher et tout. Donc, ma toute première question, c'est d'un point de vue, on va dire, tu me répondras, c'est toi qui me diras d'un point de vue judo ou d'un point de vue plus large avec la prépa physique inclus. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de travailler en plus de ces cours tout seul par soi-même? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Alors évidemment, on connaît les uchikomi à élastique, voilà. Est-ce que toi, par exemple, t'as été amené à, pour en faire plus, des fois travailler tout seul si t'as pas de partenaire? Comment tu vois ça? Déjà, moi, je pense que déjà, faut avoir une bonne compréhension de sa pratique. Pour moi, un vrai game changer, pour moi, dès le plus jeune âge, ça a été de beaucoup lire. Ah oui. Il y avait pas tout ce qui était podcast. Maintenant, j'en écoute beaucoup. Je regarde des vidéos YouTube comme tout le monde, etc. Et je trouve ça hyper intéressant. C'est hyper bien expliqué maintenant. Souvent, on arrive à avoir une compréhension assez fine de plein de situations. Avant, c'était des bouquins beaucoup plus pompeux, complexes, difficiles à ingurgiter. Mais n'empêche que à force de les lire, à force d'essayer de les comprendre, d'aller chercher, piocher à droite à gauche, toutes ces informations, déjà, je pense que tu as une compréhension beaucoup plus fine. Si on parle juste, par exemple, de la préparation physique, de tout ce qui se fait. Et puis après, c'est en fait finalement essayer à travers ces lectures, les études peut-être qu'on va pouvoir lire sur PubMed ou sur ce genre de sites où on va pouvoir trouver des études scientifiques. On va essayer de comprendre et d'essayer. Même par exemple quand on voit une vidéo d'un athlète qui fait des uchikomi ou qui pratique ses randori, essayer de comprendre ce qu'il fait, d'analyser de manière très très fine les choses et puis d'essayer de mettre en place et finalement de revenir en arrière, un petit peu comme un dictionnaire où je viens chercher à reprendre la définition. Je vais relire cette définition et je vais me remettre en route sur ce travail en fait où je vais repartir vers l'entraînement, je vais réessayer, je vais rechercher, je vais essayer de comprendre et j'essaye de tout le temps faire des allers-retours comme ça. Et du coup, tu as l'impression parce que moi, quand tu me dis ça, par exemple, moi, franchement, des fois, je regarde des vidéos et tout ça, et en fait, j'ai l'impression que j'ai pas la capacité d'analyse suffisamment fine. Je vois certains trucs, mais il y a plein de trucs que je vois pas, et je le vois surtout quand je compare à ce que mon coach, par exemple, me dit. Moi, je l'ai pas vu. Ça, tu as l'impression que, quand même, à force de faire, ça peut venir, entre guillemets, un peu tout seul, où il faut que quelqu'un nous explique ou... Ça dépend de quoi on parle. Je pense que des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est finalement expert dans son domaine et d'essayer de se le faire expliquer de manière très claire. Des fois aussi, les experts, c'est aussi des gens qui ont tendance à aussi être dans leur monde et d'avoir du mal aussi à expliquer clairement pourquoi ils font les choses comme ça. En fait, c'est tellement pour eux bosser ils ont déjà 2 ou 3 coups d'avance sur. Donc des fois, c'est parfois aussi difficile. Mais je pense quand même qu'il y a tous ces stages, par exemple ces stages privés où il y a des gens qui connaissent très bien leurs spéciaux, etc. Il faut aller voir, il faut essayer de comprendre. S'il y a des gens qui abordent des thématiques, que ça soit sur la préparation physique, faut essayer de les écouter et puis de toi de faire ton avis, d'essayer de le construire. Je pense aussi, par exemple, des échanges comme on a là, c'est aussi des fois des moments qui nous permettent de nous mettre en réflexion, de mieux expliquer. Ce qui est acquis pour une personne ne l'est pas forcément par quelqu'un d'autre. Et puis après, oui, forcément, il y a l'expérience qui parle aussi avec le temps. Après, il y a aussi, c'est une vraie difficulté. Et c'est comment dire, dans certaines situations, on a des apprentissages qui sont mal construits ou incomplets, par exemple sur des aspects techniques. Et en fait, on se retrouve à déconstruire l'aspect technique pour pouvoir rebâtir dessus. Mais sauf qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que des fois, c'est plus long sur quelqu'un qui a déjà en fait ses idées. Ouais. Moi, je le vois avec des athlètes qui ont été formés par des profs qui sont très bons, qui leur ont appris à très bien faire le judo, ils pratiquent très très bien. Mais toi, tu dis que si tu vas aller au step du dessus en termes d'exigence, il va peut-être falloir déconstruire certaines de leurs croyances, certaines de leurs habilités pour pouvoir qu'ils aient vraiment le cran du dessus. C'est pas que ce qu'ils font, ça marche pas,
mais peut-être que pour aller chercher le niveau du dessus, il va falloir faire encore mieux. Et du coup, ça veut dire que là, t'es obligé de modifier un petit peu leur pratique, leur Par manière exemple, de faire les choses. ça veut dire concrètement, par exemple, sur déconstruire, ça peut être carrément leur dire, bah tiens, ton kumikata que tu as l'habitude de prendre, je sais pas moi, droite, gauche, la manche là, pendant X semaines ou X mois, on le fait plus du tout et je voudrais que tu me fasses ça. Ça veut dire Ouais, ça, ou juste déconstruire? on va rajouter un élément, mais genre ça va complètement modifier Ah ton oui, schéma corporel. Donc, ça veut dire que toi, le réflexe que tu vas avoir, par exemple, pour faire lâcher une main comme ça, ouais, bah moi, je vais te dire de la faire lâcher comme ça. Et du coup, bah, tu vas avoir le réflexe de faire ça, mais en même temps, tu vas réfléchir à ce que tu es en train de faire. ouais. Et c'est pas forcément évident. Oui, de Et en repartir un plus, peu à voilà. zéro alors qu'on est habitué à... Et puis en plus, souvent, quand t'es en situation de randori, par exemple, bah, il y a pas de, y a pas de vainqueur ou de perdant. Ouais, Enfin, dans le sens où, voilà, donc t'essayes. Mais par ouais. contre, quand tu te retrouves dans un contexte particulier de compétition, bah, souvent, une faculté à revenir très, très vite en Ah arrière oui, pour te rassurer. ouais, bien sûr. Bah, tu retournes Ah, vers ce que tu sais faire. ah ouais, ouais, Donc, c'est ça qui est parfois complexe, en fait. ouais. C'est de voir un petit peu, démolir une partie de la maison pour Pour pouvoir mieux la reconstruire. reconstruire. Alors là, j'ai plein de questions dans ce que tu as dit. Bon, là, tout de suite, à ce que tu viens juste de dire, démolir pour reconstruire. Et puis en même temps, je fais le lien avec ce que tu as dit, par exemple, aller chercher sur des stages des Mhm. gens qui connaissent bien leurs spéciaux. Là, j'ai une grosse question. C'est que moi, à force de ces interviews et de ma pratique, j'apprends qu'il faut aussi savoir ne pas s'éparpiller et à un moment donné se concentrer sur son spécial, son système d'attaque autour. Mhm. Ça, dans la progression, que ce soit toi, comment tu l'as vécu ou comment tu l'accompagnes. Du coup, est-ce que tu nous conseilles, par exemple, de quand même aller chercher, parce que quand on va à des stages, bah, des fois, on a une technique pendant tout un week-end qui n'est pas forcément la nôtre. Est-ce que c'est quand même super bien de la travailler? Est-ce qu'il faut se concentrer sur son spécial? Et puis, j'en reviens à cette question de démolir, reconstruire. Tu vois, pour moi, c'est un peu Hmm. flou, ça. Après, moi, le problème, c'est que j'ai une double vision dans le sens où dans ces stages, j'ai toujours l'impression de me nourrir parce que soit je le fais pour moi, je l'apprends pour moi, Ouais. soit je l'apprends parce que je vais essayer de mieux le maîtriser pour l'apprendre à quelqu'un Oui, d'autre. ouais. Donc, je pense que Donc, c'est tu as quand même, toujours un intérêt, toi. je pense que c'est quand même un, bah, t'es quand même gagnant en tant que prof de judo et je pense que Ouais. c'est une partie de ton public aussi de se dire bah peu importe le contexte dans lequel je suis, soit j'apprends moi en tant que pratiquant, soit j'apprends pour mes élèves. Ouais. Moi, je sais que des fois, ça m'est arrivé à de nombreuses reprises de chercher des solutions pour des athlètes. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, ça va super bien sur mon système d'attaque, Ah en fait. oui. Ah, c'est intéressant, ça. Alors que, en fait, t'es parti d'un autre truc de dire, vas-y, je vais réfléchir pour quelqu'un d'autre. Et en fait, à force de répéter la situation et de juste changer quelques petits détails, bah, tu te mets dans une posture, en fait, bah, ça te sert. Ouais. C'est hyper efficace pour toi aussi. Ah ouais, Et puis aussi, on se met des barrières. Des fois, tu te dis que tu vas pas y arriver, et puis en fait, à force de le montrer, de l'expliquer, si cela, en fait, ça devient quelque chose qui peut te servir. ça passe, ouais. Ça passe. Et ça, c'est intéressant parce que je reviens sur une question que je voulais absolument te poser parce que je sais que tu es gaucher. Mhm, Et j'imagine que tu as pas mal d'athlètes qui sont droitiers, du coup. mhm, Ça, pour toi, c'est vraiment hyper facile de passer de l'un à l'autre. Moi, je sais que j'ai eu des difficultés. J'ai compris très, très tard, par exemple. Je le dis vraiment souvent parce que je tiens à ce que les gens l'entendent, que, en fait, souvent, les profs, ils vont te montrer à droite, puis après, ils te montrent à gauche et ils te montrent à gauche en garde emboîtée. Et j'ai compris très, très tard que nous, en tant que gauchers, pour moi, m'adapter, je devais surtout adapter la technique à une garde opposée parce que c'est ce que je rencontre le plus souvent. mhm. Et du coup, ça, toi, pour toi, c'est facile de passer de l'un à l'autre, de coacher des athlètes droitiers alors que t'es gaucher. Bah, souvent, je mets des prérequis quand je fais une démonstration. Je vais leur dire, là, je suis plus à l'aise dans cette manière-là. Ouais. Je suis plus à l'aise à gauche. Je vais vous montrer à gauche. Après, ça m'empêche pas de montrer à droite, bien sûr. Euh, Par contre, il y a un truc sur lequel moi je mets l'accent, par exemple, en tant qu'entraîneur, c'est d'essayer d'avoir quand même des répétitions de gamme, que ça soit à droite ou à gauche. Enfin, à droite ou à gauche, ça veut dire vraiment à droite, Bah, gauche, par toujours exemple, en je vais faire. emboîté ou en garde Non, opposée ou bah, en comment? fait, par exemple, si on va faire une série du Chikomi, Ouais. ils pourront la tester. Je pense qu'en regardant ce podcast, peut-être qu'ils se reconnaîtront, mais je vais leur demander de faire Ippon Seoi à droite et à gauche, Ah oui. sur leurs Uchikomi, En sur leurs changeant leur échauffements, kumikata ou en gardant leur même? en changeant de Kumikata, ouais. Ah ouais. Des fois, en gardant le même, ça dépend de la D'accord. situation. Mais en tout cas, je leur demande de travailler à droite et à gauche, que ce soit pour le travail au sol, c'est pareil. Souvent, je leur demande de répéter. Alors, pour deux raisons, en fait, c'est que la première chose, c'est que en fait, je leur demande ça pour
qui travaille une forme de coordination droite-gauche. D'accord. Qui soit qu'on cloisonne pas trop les choses. Et aussi une deuxième raison, c'est qu'en fait, vu qu'à d'un côté t'es moins bon, t'es obligé de beaucoup plus réfléchir à ce que tu fais. Et en fait, ça leur permet de manière très objective de se poser vraiment la question, quels sont les éléments essentiels de la réussite de leur technique du bon côté. Si par exemple je fais le Shimata à droite de manière très naturelle, bah je pose pas la question pour où je mets ma hanche, où je mets mon pied, qu'est-ce que je fais. Et du coup, quand tu leur dis de le faire à gauche, ils sont complètement perdus et tu leur dis bah réfléchis à ce que tu fais à droite. Et du coup, ça leur permet aussi d'avoir un petit retour un peu sur eux ce qu'ils font, comment ils se placent. Et alors j'ai pas de stade, j'ai pas de data pour dire aujourd'hui c'est efficace. En tout cas, c'est des cheminements que j'ai notamment dans les échauffements. Et c'est des choses que tu peux faire. Après, la vérité, c'est que en judo, bah, les 3/4 du temps, c'est que t'es soit hyper latéralisé à droite, soit hyper latéralisé à gauche, comme un boxeur. Hein. Ça t'empêche pas de dégainer de l'autre côté parce que ta posture en ramener le partenaire à se retrouver dans une position où tu vas pouvoir attaquer de l'autre côté. On le voit souvent sur des gens qui ont une garde classique, qui sont capables de tourner côté opposé du côté du revers. Ça se fait beaucoup. C'est même c'est même récurrent chez les meilleurs. Donc ça c'est, je pense que ça doit être quand même un acquis pour atteindre un certain niveau. Après la vérité c'est que toi en tant que prof tu dois être capable d'expliquer quand même à droite et à gauche d'une certaine manière. On ne demande pas de faire un combat à droite ou un combat à gauche, on demande juste pareil, c'est un exercice aussi en tant que prof de pouvoir expliquer ce que tu fais très très bien d'un côté sans te poser de questions, de le montrer à droite et pareil qu'un athlète finalement revenir sur les bases, les points essentiels déterminants à ta pratique pour te mettre dans cette position. Et du coup, quand tu leur fais travailler tes athlètes à droite, à gauche, là, pour tout ce que tu as expliqué, c'est super intéressant. Tu fais aussi, parce que moi, je trouve que les techniques, quand par exemple, moi, je suis gauchère, je la travaille à gauche, ok, bah, pour moi, c'est pas du tout la même façon de l'entrée, selon que je suis en garde emboîtée ou opposée. Tu travailles beaucoup sur les deux à chaque fois, garde opposée, emboîtée ou pas forcément? Oui. Après, l'idée qu'on a avec les autres entraîneurs de mon staff, c'est de se dire, bah, j'ai une posture où je suis le plus efficace, un kumikata où je suis le plus efficace, et l'idée, c'est d'essayer d'emmener un maximum le partenaire dans la situation qui lui plaît le moins, finalement. Ah oui. Donc, il y a un rapport de force qui se joue où moi, mon objectif, bah, si un droitier, j'arrive à le mettre quasiment les deux pieds sur la même ligne ou pratiquement en gaucher, je sais qu'il va être en énorme danger. Ouais. Et inversement, un gaucher, je vais essayer de contrôler un maximum son côté gauche pour essayer de faire en sorte qu'il rapproche le moins sa hanche et que je sois pas en danger. Donc forcément, il y a cet aspect-là. Après, souvent, ce que moi je vois, c'est qu'il y a quand même, il y en a, ils ont vraiment des spéciaux ou un spécial sur une garde opposée et un spécial sur garde emboîtée. Ils essayent pas forcément d'avoir toujours ce point central de se dire bah ouais si j'en sais rien, par exemple au Soto-Gari, si le partenaire est très très loin, bah déjà en fait ça va être deux techniques différentes parce que au Soto en garde emboîtée et au Soto en garde opposée, c'est pas le même, quoi. Bah, il va falloir vraiment, il y en a un qui il va partir de très très loin, il va falloir une préparation d'attaque peut-être beaucoup plus importante. On le voit même chez les tout meilleurs, un des meilleurs judokas de ma catégorie qui était Maruyama. Bon bah sur droitier, son Uchimata, il est tonitruant, il le met à tout le monde. Sur gaucher, il a beaucoup plus de difficultés à le mettre. Du coup, il a travaillé un Yoko Tomoe en réaction par rapport à son Uchimata. Mais en fait, parce qu'en fait, il sait que le partenaire, il est beaucoup trop décalé pour pouvoir emmener son Uchimata. Ouais, alors ça veut pas dire qu'il l'emmène pas et qu'il le met pas. Mais c'est pas aussi impressionnant que sur droitier. Je comprends. C'est super intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on construit quasiment, même si évidemment, c'est pas des judos super différents, on reste nous-mêmes, mais c'est-à-dire qu'on a quasiment un style de judo en emboîté, un style de judo c'est un peu ça, ouais. Ah, c'est super intéressant. Et alors ça me fait penser, j'imagine que ça, tu le travailles, tu avais dit dans un des podcasts que j'ai cités, que tu alternais beaucoup les séances que je vais appeler moi, entre guillemets, classiques qu'on connaît tous, et des séances individuelles, où tu disais même, j'arrive à faire l'équivalent de 3-4 heures en 1 heure parce qu'on est en one-to-one, quoi. Donc ça, j'imagine que ça peut se travailler, ça se travaille certainement de façon très efficace en
en individuel, en one-to-one, c'est ça? Ouais, très, très. Pour moi, ça, c'est un vrai élément de progression. Tu ressens les choses. C'est plus facile de faire passer des messages. T'as l'intention de ton athlète. On va plus vite, vraiment, pour trouver des solutions. Alors, par contre, c'est beaucoup plus fatigant. T'as intérêt d'être en forme, mais Ouais. Parce que du coup, c'est toi quand tu fais ça, ça veut dire que c'est toi le partenaire d'athlète. c'est ça, ouais. Ouais. Donc en même temps, tu bosses aussi beaucoup toi, quoi. Tu bosses aussi beaucoup, Ok. mais tu bosses aussi beaucoup en situation de partenaire, donc c'est pas la même fatigue, on va dire. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de travail, notamment à partir du moment où tu commences à aller sur des garçons un peu lourds et que toi t'es plutôt dans les catés légères, ta journée elle est vite Ouais, tu elle est la vite sens. morte, ouais. Ouais. Tu la sens vite arriver. Mais après ça reste vraiment des clés pour moi pour faire progresser des athlètes. Et ça, est-ce que, comme tu as aussi été directeur technique d'un club à Flamme 91, il y a tout public, hein, il n'y a pas que des personnes qui sont dans le haut niveau. Je sais pas du tout si... Enfin, est-ce que nous, par exemple, quand on est dans le grand monde loisir, on n'a pas forcément la capacité d'avoir quelqu'un qui va nous faire du one-to-one. Est-ce que tu sais, ou est-ce que tu as peut-être demandé à tes élèves, je sais pas, si on peut travailler dans cet esprit qu'un partenaire tout seul finalement, ça en revient au fait de se dire j'ai un super UK, on est dans un échange. Ouais. Et si toi tu travailles, en fait, c'est plus cette réflexion qu'il faut avoir, je pense. Moi, je vais avoir ma vision d'entraîneur, donc je vais peut-être aller plus vite et te donner des objectifs et te dire, bah non, là, remédiation là-dessus, on refait ça, c'est un point important. Mais par exemple, tu as ton partenaire un peu tous les jours avec qui tu as l'habitude de t'entraîner. Ça passe bien, ouais. Ça passe bien. Tu dis, voilà, en ce moment, j'en sais rien, pendant un mois, là, j'ai envie que mon Uchimata, il soit super efficace. Et tu vas le bosser, et puis il va te dire, bah non, mais regarde, moi, je ressens plus. Et en fait, c'est aussi ça. De se dire, j'ai un partenaire, c'est mon UK, mais finalement, c'est pas que mon UK, c'est un peu un partenaire de recherche, quasiment. Ouais, voilà, on est en train de chercher, on est en train de chercher à mutualiser les moyens. Toi, tu vas lui donner des billes aussi sur ce qui pourrait le faire progresser. Donc tu lui dis, regarde, si tu fais ça, tac, hop, tu sais, c'est mieux. Ouais, peut-être la réaction. Et en fait, tous les deux, vous allez vous nourrir. Ouais. Tous les deux, vous allez construire un truc où vous allez essayer de vous donner des conseils, vous allez chercher, vous allez vous remettre en question. Alors peut-être que ça ira moins vite qu'avec un entraîneur de haut niveau ou qui va avoir vraiment l'habitude d'avoir ce type de pratique, mais vous allez beaucoup avancer. Ouais. Et je pense que c'est là-dessus aussi qu'il faut tendre et se dire bah viens, on essaye d'avancer ensemble, on se donne des objectifs de travail. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, regarde, j'ai fait ça. Si je fais réagir comme ça, qu'est-ce que ça produit chez toi? Comment tu ressens les choses? Est-ce que tu penses que c'est efficace? Et du coup, même s'il y a un prof pour tout le monde, bah déjà, toi, t'as déjà bien déblayé le terrain. C'est vrai que et t'as déjà bien déblayé le terrain. Et quand ton prof arrive, tu dis, ouais, bah, nous, on a vu ça, ça marche pas trop. Ça marche bien. Qu'est-ce que t'en penses? Lui, il prend 3 minutes sur son cours avec toi. Et ça permet de faire un truc quand même vachement quali, quoi. Ouais. Génial. Et du coup, ça, je suis déjà en train de me faire mon film de choses qu'on pourrait mettre en place. Dans un des podcasts aussi, tu parlais beaucoup, ça m'a hyper intéressée. Alors, on a l'impression que c'est un détour, mais tu vas voir, je vais revenir vraiment à ce sujet-là, d'inclure de la basse intensité. Et ça m'a vraiment, j'ai ouvert grand mes oreilles parce que je trouve, enfin, peut-être je me trompe, mais moi, j'ai l'impression que dans notre culture judo, c'est pas forcément quelque chose. Alors, on va peut-être le faire par plaisir et un peu naturellement, les petits footings qu'on aime bien. Mais c'est pas quelque chose vraiment qu'on a l'habitude d'inclure vraiment dans notre truc de je me prépare pour telle compète, tiens, je mets de la basse intensité. Le one-to-one, du coup, potentiellement, on peut considérer que c'est de la basse intensité si on est même si évidemment on transpire, mais je veux dire, on est dans ce travail technique. Toi, tu considères ça comme de la basse? Ça dépend vraiment de ce que tu fais, hein, parce que moi, ça m'arrive de faire des séances techniques où on est vraiment sur la phase où on a déjà réfléchi, cogité, mis en place, essayé, etc., répété. Et là, on est dans une phase où on va vraiment chercher à répéter, mettre en situation. Et là, ça monte là. Là, ça monte fort, ouais. Du coup, toi, tu surveilles le cardio pour ça? Ouais. Et ça veut dire que quand tu planifies pour tes athlètes, tu vas dire, parce que du coup, tu as ces deux objectifs. D'un côté, tu te dis, tiens, on a fait toute la partie recherche, il faut qu'on mette en application. Donc là, tu sais que le cardio va monter. Puis d'un autre côté, tu as besoin de ta 1 ou 2 séances de basse intensité de la semaine. Donc comment tu fais? En fait, le truc, c'est que déjà, c'est pareil, c'est pas une recette miracle, la basse intensité, dans le sens où déjà, il faut se dire c'est quoi mon niveau d'entraînement, en fait. Ouais.
combien de jours dans la semaine je m'entraîne, qu'est-ce que je fais. Si tu fais tes 2 séances de judo par semaine, bah oui, tu vas faire ton footing de ton côté, mais on va dire que c'est quand même compliqué de dire je vais me faire une séance de technique pendant 1h30 à basse intensité. C'est plus, tu le feras peut-être en stage, par exemple, où tu auras plus de temps à accorder à ta pratique. Mais nous, on le fait parce qu'en fait, bah, il y a tellement de séances dans une semaine que Oui. si on travaille tout le temps plein gaz, C'est trop. bah en fait, on use nos athlètes, on risque la blessure, on produit beaucoup de fatigue. Donc l'idée, elle est aussi physique, de se dire, bah je vais essayer de les faire récupérer tout en travaillant en fait, Ouais. d'une certaine manière. Après, il y a cette idée aussi à travers cette idée de basse intensité, c'est de développer des compétences, qu'elles soient physiques ou techniques, et de faire en sorte que finalement on atteigne un niveau de réflexe finalement sur ta pratique et que ça soit presque pas inné, mais en fait que ça vienne tout seul en fait. Et l'idée c'est ça en fait, de répéter de manière assez fluide dans le temps et de faire en sorte que bah les choses elles viennent un peu toutes seules et que tu aies des automatismes. Donc c'est un peu ça le projet en fait de la basse intensité. Et puis après, ça a aussi beaucoup d'impact physique sur ta récupération, sur sur plein d'autres choses. On pourrait aller encore plus loin dans les aspects physio, mais c'est vraiment ça en fait. En fait, c'est un effet sur le système nerveux qui fait que tu vas te régénérer, tu vas mieux dormir, etc. Et ça va permettre aux athlètes de mieux récupérer tout en travaillant. Mais du coup, par exemple, si je prends, on est très nombreux, on va prendre un exemple de public, c'est, je vais être très large, 25-50 ans, tu vois, c'est large, mais bon, on n'est pas sur les 15-25 ans. Ok. Et super sportifs, passionnés, qui ont 3, on va dire entre 3 et 5 entraînements qui vont par pas semaine. au dojo tous les jours, mais pas loin, quoi, le soir. Est-ce que, si on est habitué à avoir pas du tout de basse intensité, est-ce que ça veut dire qu'on rajoute ou qu'on supprime un entraînement pour faire de la basse intensité? Bah moi je changerais un type d'entraînement. Faudrait qu'il y ait un des entraînements qui soit plus cool et plus ouvert, parce que même tu peux faire finalement le vrai randori hein, comme sa définition l'implique normalement. Comme on l'appelle au Japon, c'est quelque chose de très ouvert et où en fait bah t'es pas censé monter plus que ça dans les tours. Ouais, t'es pas en anaérobie, quoi, en fait. Voilà. C'est comme un footing soutenu, mais tu peux tenir. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, l'idée, c'est ça, en fait. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à s'envoyer des volumes incroyables d'entraînement au Japon. C'est parce qu'ils sont sur ce style d'intensité. Alors, des fois, ils font des petites incursions dans des intensités plus hautes. Parce que 2 fois dans le match, ils vont lancer une très grosse attaque. Mais si tu regardes bien comment ils pratiquent, c'est très ouvert. Alors, il y a quand même un grip qui est très fort. Faut aussi. Ah ouais, ça j'ai vu. Mais c'est vrai. Enfin, excuse-moi, je te coupe. Mais quand même, moi, j'ai trouvé la différence. C'est fort, mais comme je vais essayer de bien m'exprimer. Mais en gros, comme la technique et ils ont tellement travaillé souple. C'est ça. Que c'est fort, mais pas fermé, mais pas rigide en fait. Ouais. Bah ils pèsent beaucoup sur le kumikata. Ils ont une vraie force dans le grip, mais par contre, ils sont capables d'ouvrir les débats. Quand ils sont pris, ils vont pas résister à tout prix pour pas risquer la blessure. Par contre, des fois aussi, ils vont démarrer 2-3 fois dans le match sur 10-15 secondes et ils vont envoyer leur attaque, leur préparation d'attaque, tout ce qu'ils savent très très bien faire. Et c'est vraiment leur style. Et c'est ce qui fait que quand tu rentres dans des matchs très longs avec eux, bah souvent ils se sentent de mieux en mieux parce que bah toi tu commences à piocher alors qu'eux ils ont l'habitude de s'envoyer des volumes incroyables. Donc je pense que on pourrait aussi très bien se dire j'augmente mon volume de basse intensité en faisant des séances de judo, tout ce qu'il y a de plus classique, mais ça veut dire que toi et ton partenaire vous êtes mis d'accord sur le fait qu'on ouvre vraiment quoi. Complètement. Donc du coup je comprends. Ça veut dire que si on et ça on le repère que par rapport en fait à tout simplement notre cardio. Faut mesurer notre cardio. Si on voit qu'on est capable de faire 4-5 randori sans monter dans un anaérobie par exemple, bah ça veut dire qu'on peut considérer que là on est quand même plus en endurance quoi. Ouais. On est plus en endurance et en fait on va se rendre compte qu'on va pouvoir en faire plus des randori. Donc du coup tu accumules plus de volume d'entraînement. Et du coup tu progresses en technique, etc. Bah c'est ça en fait. L'idée en fait de la basse intensité, c'est pas de se dire je fais juste moins fort. C'est juste je fais moins fort mais je fais plus. Ouais, c'est ça. En fait c'est ça le principe de la basse intensité. Le volume. Si on compare ça à des sports d'endurance très orientés endurance, parce que moi je considère quand même qu'on est quand même un sport d'endurance.
eux, ils vont faire un kilométrage qui est dingue, par exemple, en vélo, en course à pied, qui est dingue, mais ils en sont seulement capables parce qu'ils sont pas tout le temps à bloc. Ouais, je comprends. S'ils avaient le même raisonnement que nous en judo, Ah oui, ils seraient ils morts. borneraient beaucoup moins. Ouais. Ils seraient incapables de borner comme ça. Donc, c'est ça le truc, c'est que... Ouais. D'ailleurs, je dis souvent, parce que moi, je crois beaucoup à ce que tu dis, à varier les façons, même si j'ai pas forcément les éléments précis pour le faire. Je dis souvent, les marathoniens, pour préparer leur marathon, ils font pas un marathon toutes les semaines, quoi. C'est ça, ça aurait exactement, pas de sens. bien sûr. Et alors, je viens à une question que j'avais. Mais par contre, un marathonien, il est capable de faire des sorties de 35 km assez cool, plusieurs fois dans la semaine. Ouais, parce qu'il diminue l'intensité. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu un des mots qu'on a au judo, c'est de se dire, faut caler le... on a repéré qu'au judo, on fait des 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération, donc faut qu'on fasse toute la prépa physique basée là-dessus. Ouais. Je dis pas que ça, c'est pas bon de le faire, hein, mais c'est pas la seule manière de progresser, quoi. Ouais. Et même, tu parles de la prépa physique, mais même en club, la plupart des clubs, on cale tout le système de randori sur ce qu'on va retrouver en compète, quoi. Ouais. Et ça, c'est une question. Pourquoi on ferait pas des randoris d'1 minute, tu vois, genre très intense, ou pourquoi on ferait pas des randoris de 10? Pourquoi on ferait pas plus cool? Pourquoi on ferait pas encore plus dur que ce que tu retrouves peut-être en compète, avec encore plus d'opposition? Enfin, tu pourrais varier les modalités, quoi. Et ça, justement, il y a aussi je me réfère toujours à ces podcasts que j'ai entendus de toi, mais il y a une fois, tu as expliqué que du coup, il y a des moments dans l'année, en tout cas avec tes athlètes de haut niveau, où tu les mets en situation, entre guillemets, de compète. C'est-à-dire, même au niveau si j'ai bien compris, même au niveau de comment on appelle ça, du terrain, enfin, d'espace de tatami. Voilà, de tatami, de la surface de combat, voilà. Pour les mettre en condition. Mais évidemment, ça va pas être toute l'année, parce que sinon, on fait pas l'autre travail que tu es en train de citer. Est-ce que cette façon de se mettre en condition au niveau de l'agressivité, un peu des règles, etc., est-ce que c'est vraiment très personnalisé? Ça va dépendre de chacun. Est-ce que de manière générale, ça peut être par exemple 2-3 semaines avant? Tu vois, comment on peut un petit peu si on avait quelques règles là-dessus? La vérité, c'est aussi tes besoins. Si, j'en sais rien, si tu prends 6 sorties de tapis sur les 3 dernières compètes et que t'arrêtes pas de prendre des sorties de tapis, c'est peut-être le moment pour toi de travailler. Nous, souvent aussi, on part de ce référentiel de compétition, de dire, écoute, regarde, on a regardé la vidéo là de la compète, toi et moi, t'as pris 4 sorties de tapis sur 6 shido, c'est pas normal. Enfin, à un moment donné, on va le travailler, faut que tu saches te replacer sur la surface, faut peut-être que avant de te retrouver dans cette position, il faudrait peut-être que tu réagisses avant. Quand le partenaire te pousse, est-ce que tu n'aurais pas des opportunités d'attaque? Parce que si le mec te pousse, c'est qu'à un moment donné, il te donne des opportunités d'attaque. Est-ce que tu pourrais pas renverser la vapeur et que ça soit lui qui se retrouve en position défensive? Enfin, en fait, il y a tellement de cas de figure qu'on pourrait retrouver, de se dire, voilà, sur juste un cas précis qui est la sortie de tapis, comment je peux l'optimiser pour faire mieux mon judo, en fait? Je pense que conceptuellement, l'arbitrage, aujourd'hui, quand on dit qu'on pénalise les sorties de tapis, c'est pas pour faire joli et mettre des shido. C'est parce qu'en fait, il y a des gens qui sortent du tapis pour fuir le combat. Et en fait, c'est comment je fais pour moi de pas fuir et faire en sorte que moi j'utilise la fuite de l'autre. Soit il sort, il prend son shido et puis bien fait pour lui, ou soit il réagit et là j'ai peut-être une opportunité d'attaque qui est hyper intéressante. Souvent c'est des zones où les gens paniquent beaucoup, font beaucoup d'erreurs, ils cherchent tout de suite à se replacer, font un mauvais déplacement, toi tu es capable de le prendre dans le temps. Donc en fait, il y a des opportunités qui se créent dans ces situations. Tu combats pas de la même manière quand par exemple le partenaire il est largement devant en pénalité et qu'il faut que tu ailles le chercher, alors ou que s'il y a 0-0. C'est pas du tout le même match, en fait, il se produit pas les mêmes choses. Donc c'est toi, pourquoi on ferait pas en sorte de te mettre en situation et de te dire vas-y, aujourd'hui on te met en situation, t'es mené 2 shido, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, d'accord. Comment tu changes de style? Est-ce que tu fais évoluer ta pratique? Est-ce que tu te mets à gérer différemment le combat? Et puis celui qui mène de shido, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il enfonce le clou? Est-ce qu'il prend des risques? Tu vois, c'est aussi des fois, à un moment donné, des dilemmes que tu peux avoir dans des situations de combat. Moi, ça m'est déjà arrivé. Tu te dis, là, j'ai 2 shido, il reste 1 minute de combat. Est-ce que je cherche à mettre le 3e? Est-ce que je le fais tomber? Est-ce que je prends le risque de le faire tomber? Parce que je peux me faire contrer aussi. Tu vois, il y a plein de choses. C'est super intéressant parce que en club, en tout cas, j'ai jamais vu de ce genre de thème, entre guillemets, alors que c'est vraiment ce qui arrive tout le temps en compète. Du coup, qu'est-ce que tu fais, quoi?
tu tiens la manche, si le gars il fait lâcher, bah est-ce que tu tiens parce que tu sais que tu peux le faire tomber, ou est-ce que tu la lâches parce que en fait bah du coup il prend une pénalité. Ouais. Tu vois, ça change tout. Ouais, c'est intéressant à travailler. Et ça, là, tu viens de citer que le fait que, bah, par exemple, tu as vu que ton athlète s'est sorti tapis sur les vidéos. Tu avais cité aussi que tu travaillais régulièrement, enfin que c'est l'une des sources de travail, c'est la vidéo. Quand tu travailles sur vidéo, la vidéo, tu l'analyses vraiment avec en gros, c'est toi qui la regardes de ton côté pour ensuite construire une programmation, ou tu trouves que c'est important que l'athlète se voit et trouve par lui-même des choses. Comment tu travailles la vidéo? Ça dépend vraiment des cas de figure. Des fois, c'est vraiment pour me remémorer le match et me dire, ouais, ok, il ou elle a fait ça, pour être sûr de ce que moi je vais me noter dans mes notes et ce que je vais lui donner comme objectif dans la semaine ou dans les 2 ou 3 semaines qui vont suivre. Soit je vais vraiment aller regarder la vidéo avec la personne parce que mon objectif c'est qu'elle se rende compte. Ah oui. Et que j'ai bien senti que elle et moi on n'était pas alignés, Ouais, ou il et moi on n'était pas alignés, et que ce que moi je lui dis, il me le perçoit pas de la même manière, et qu'à un moment donné il va falloir que je m'appuie sur quelque chose de beaucoup plus factuel qu'est la vidéo et lui dire regarde. Et du coup j'aurais déjà fait normalement un travail un peu préalable ou sinon je l'ai en tête et je me souviens très bien du match et je me dis bah là la séquence 5, 8 et 12, il me fait telle boulette, telle boulette, telle boulette, et je vais lui montrer les séquences de manière très précise. Soit on regarde le match et je lui dis qu'est-ce que toi tu ferais ressortir, alors que j'ai déjà plus ou moins écrit là où je voulais en venir. Donc ça c'est assez ça dépend. Et puis des fois c'est aussi avec les coachs aussi. À un moment donné, des fois je vais regarder la vidéo et je vais leur dire ouais les gars, venez, on regarde cette vidéo parce que il y a deux trois trucs qui me chagrinent un petit peu. Est-ce que vous avez la même analyse que moi? Et aussi c'est aussi en tout cas dans ma position, c'est me dire comment je fais pour emmener les gens avec moi aussi. Ouais. Si j'ai d'autres coachs qui entraînent des athlètes, mais que j'ai une manière de voir les choses, l'idée Comment tu la communiques en fait. voilà, Ouais. c'est comment je la communique. Est-ce que je leur dis bon écoute, c'est moi qui ai raison, je te dis qu'il faut faire comme ça, ou bah écoute, regarde la vidéo, est-ce qu'on pourrait pas tomber d'accord, il y a pas un consensus à faire sur le fait que là il y a quand même de grosses erreurs et tu vois les mêmes que moi. Donc ça c'est un vrai questionnement qu'on peut avoir sur le travail vidéo. Après tu peux aller chercher plein d'autres choses. On essaye aussi d'avoir des petits fichiers Excel où on essaye de référencer certaines choses, notamment le nombre de séquences gagnées ou perdues, le nombre de pénalités que tu as pris, dans quel secteur, ce genre de choses. Et des fois, en fait, ça te saute aux yeux. Tu fais, wow, statistique de fou, il a pris 3 gauchers, il a perdu 3 fois sur des gauchers. Il va peut-être falloir qu'on se réveille et qu'on le fasse bosser sur gaucher, quoi. Ah ouais, c'est super intéressant d'avoir le fichier parce que c'est vrai que tu dois avoir des choses que peut-être au feeling on repère pas forcément d'avoir. Ouais, t'as un peu cet œil-là, mais là, tu dis, tu l'avais vu, mais ça te Là, semblait pas si incroyable. Ouais. Ou je sais pas, des fois, j'ai eu des trucs où le gars, il perd tout le temps entre entre le début du match et la deuxième minute. Et sinon, si on passe cette deuxième minute, il gagne le match. Bah, tu te dis, bah, en fait, peut-être ses démarrages de match sont pas bons, tu vois. Et du coup, on peut aller réfléchir sur ton démarrage de match. Est-ce que tu devrais pas prendre les choses de manière un peu différente? Est-ce que t'es vraiment là au début du match? Est-ce que, tu vois, il y a plein d'aspects que tu peux aller bosser derrière, hein. Et du coup, tu analyses autant les combats perdus que les combats gagnés. Souvent, ouais. Après, c'est vrai que les combats perdus sont quand même souvent plus source de problématiques que tu fais ressortir. Mais bon, des fois, ça m'arrive aussi de regarder l'athlète rien qu'à la sortie de tapis et de lui dire bon bah t'as gagné, mais c'était pas glorieux, quoi. Mais du coup, c'est-à-dire que tu regardes les problèmes. C'est-à-dire que par exemple, les combats gagnés, tu vas pas analyser un peu comme tu disais, par exemple, je leur fais dire à droite ce qui marche bien en leur faisant faire à gauche. Tu vas pas forcément te concentrer sur des combats gagnés pour dire qu'est-ce qui a marché, pourquoi tu as gagné à la 2e ou 3e minute, pour reproduire ce qui a marché, pour reproduire les forces, entre guillemets. On va dire que déjà, ça interpelle moins quand t'as pas perdu. Souvent, les gens, ils passent plus facilement sur le combat. Et je pense que c'est l'attitude qu'on a aussi, nous, en tant qu'entraîneur, de vite balayer les victoires et plutôt d'attacher de l'importance à des échecs. Ouais. C'est peut-être pas très bien en plus, parce que des fois, pas de donner de l'espoir, mais en tout cas de dire à un athlète, regarde, tout ce que tu fais, c'est bien, etc. Donc, ça dépend vraiment aussi de l'athlète que tu as en face de toi. Qu'est-ce que tu veux lui faire dire? Enfin, et puis c'est aussi l'idée de la data, de la vidéo. Bah, aussi, comment tu vas utiliser l'outil pour soutenir tes propos, en fait. C'est un peu ça, quoi. Toi, tu as une analyse, un peu, on va dire, bruit de décoffrage. Tu arrives, tu regardes les vidéos, ok, ça colle vraiment fort. Bah là, je vais t'emmener sur cette vidéo ou si par contre ça colle pas, bah, du coup, toi, ça te fait te questionner. Tu dis ouais, peut-être que mon analyse n'est pas la bonne.
Donc, c'est intéressant aussi, toi, pour te remettre en question. Après, il y a des matchs où ça a super bien marché et tu vas lui dire, bah, regarde, t'as vu ce qu'on a mis en place, tel travail, tel travail, tel travail. Ce que t'as fait là ces 5 dernières semaines, c'est exactement ça. Et regarde, tu vois, ça paye. Fais-toi confiance, on va continuer. T'as vu que, et c'est aussi des fois pour nourrir aussi le projet, te dire, t'as vu, je t'ai cassé les pieds pendant 5 semaines, ça valait le coup. Regarde le match que tu viens de me faire, tu l'aurais pas fait il y a quelques temps. Des fois, tu vas comparer aussi des matchs qui ont été faits par le passé sur le même adversaire ou un adversaire qui est ressemblant, et tu vas essayer de faire des parallèles, quoi. Ouais. Mais bon, voilà. Enfin, en tout cas, merci beaucoup de tout ce que tu expliques là, parce que tu vois, dans l'entrepreneuriat et même dans certains autres podcasts d'autres sportifs hors judo, j'ai déjà entendu plusieurs fois, on va renforcer les forces plutôt que de chercher à combler les faiblesses. Et là, quand même, de ce que j'entends, il y a quand même un gros travail fait pour quand même combler les lacunes et résoudre les problèmes, et pas tant que ça pour aller repérer les forces. En fait, j'ai l'impression que peut-être si on a que 1, 2, 3 points forts, ben en fait, ça sert à rien de les développer 1000 fois plus, parce que de toute façon, peut-être tant qu'on aura les lacunes, ça marchera pas, quoi. Enfin, c'est quand même un gros travail sur les... Non, c'est sûr qu'il y a ça. Il y a clairement les lacunes. Des fois, en fait, ça devient trop handicapant, quoi. Handicapant pour réussir et faire avancer, à faire avancer le projet et les perfs. Après, le truc, c'est que si tu passes ton temps à vouloir attacher beaucoup d'importance sur les points forts, et là, je parle vraiment, je vais le remettre dans une situation, mais sur des athlètes qui ont déjà un grand vécu, ou je parle pas forcément d'un palmarès forcément incroyable, mais qui ont déjà bien roulé leur boss en judo, qui ont déjà un spécial. Bah, c'est peut-être à toi d'essayer de construire autour et de dire, ok, là j'ai son point fort, on va continuer à le travailler, à le renforcer, mais il sait le faire. Ouais. Voilà, on va peut-être amener quelques petites modalités supplémentaires. Mais si je me mets à déconstruire son seul point fort ou l'un de ses 2 seuls points forts, en fait, il devient je comprends. Il devient lambda, quoi. Ouais. S'il a un super Uchimata, je vais pas lui dire arrête de faire Uchimata. Je vais lui dire de continuer. Par contre, moi, je vais essayer de lui dire, voilà, on va bosser sur la préparation de ton attaque, on va bosser sur le Kumikata, on va bosser peut-être sur tes qualités physiques pour renforcer encore plus ton Uchimata. Mais dans l'idée, c'est essayer de développer autour. Et en fait, le fait de développer autour, bah, tu es obligé de t'occuper des faiblesses ou de ce qui n'existe pas. Hein. Des fois, on parle même pas de faiblesses. Hein. Des fois, il y a des gens qui n'ont jamais été habitués à même faire du kumikata. D'accord. Moi, j'ai déjà eu des athlètes à 18-19 ans, pour eux, ils posaient leurs mains et puis c'était suffisant. Alors que, bah, en fait, toi, tu lui dis, mais s'il a sa main ici, t'es bloqué. Donc, il faut qu'à un moment donné, peut-être tu fasses lâcher, etc. Et dans la réflexion, tu lui fais faire quelques fois et puis en fait, il se rend compte que, bah, du coup, il a beaucoup plus d'ouverture. Puis, tu sais, c'est un peu des sauts de puce. Tu vas avancer. Ouais, bon, bah, ok, là, c'est acquis. Hop, on passe à la suite et en fait, t'essayes de construire. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut beaucoup de temps souvent. Ouais, c'est ça. Oups, juste une petite interruption dans cette interview parce que je suis en plein montage et je me dis que si vous êtes arrivé jusque-là, c'est qu'a priori ça vous intéresse. Alors si vous voulez m'aider à faire d'autres interviews, il n'y a que 2 choses à faire. Un, c'est vous abonner parce qu'en fait, plus la chaîne aura d'abonnés, plus c'est facile pour moi d'aller solliciter des personnes comme Kylian qui a pris quand même quasiment une demi-journée pour pouvoir répondre. Et puis 2, c'est de liker et ou de commenter parce que ça, c'est ce qui permet à YouTube de comprendre qu'a priori la vidéo est intéressante et en tout cas que YouTube peut la proposer à des personnes qui ne connaissent pas encore cette chaîne. Donc, s'abonner, commenter ou liker. Et moi, je vous remercie beaucoup. On reprend tout de suite. Et ça veut dire... Ça, c'est aussi une question qui m'intéresse beaucoup. Ceux que tu as en one-to-one, avec qui tu fais tout ce travail-là, quand après ils vont s'entraîner, que ce soit dans leur club, à l'IJ, bon, à l'INSEP, je pense que tu y es aussi avec eux, mais en tout cas que t'es pas forcément spécialement avec eux, tu leur donnes du travail, entre guillemets, tu leur dis, tiens, maintenant, par exemple, sur toute la semaine, je veux que pendant tes randonnées, tu penses que à ça, ça, ça. Ouais. C'est des vrais objectifs. Alors, on aimerait que ça soit encore plus ancré, clairement, parce qu'on voit que vraiment c'est un vrai outil d'avoir des objectifs de travail. Et que c'est pas suffisamment optimisé. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et eux aussi, il faut qu'ils aient cette capacité de se dire, bah, il m'a donné quelque chose à faire en début de semaine, faut pas que je lâche, quoi. Et c'est pas,
C'est pas donné à tout le monde. Ok. Parce que du coup, ça veut bien dire, on est bien d'accord que ça veut dire que sur des soirées de randonnée, t'as par exemple un seul ou peut-être deux objectifs ou un seul, que ce soit passer une technique ou faire tel kumikata ou avoir telle posture. C'est ça, hein, c'est se concentrer sur un truc. Bah, parce que en fait, force de tout faire, tu fais pas grand chose, c'est quoi. ça. Et puis aussi, en fait, pour objectiver quelque chose, il faut à un moment donné des éléments. Si t'es que dans bah j'ai fait chuter, j'ai réussi ma séance, on va vite plafonner, quoi. Ouais. Oui, Pas très super, intéressant ok, d'analyser, tu l'as fait chuter, c'est super, tu vois, mais finalement, peut-être que demain tu reviens, peut-être que tu vas pas y arriver à le faire chuter. Est-ce que tu auras vraiment loupé ta séance? Est-ce que Ouais. en fait, c'est ça, c'est se dire, voilà, tu as un objectif, on essaye de bosser sur ton objectif, on avance, on avance, on avance. Quand il est acquis, en fait, c'est essayer de le greffer, en fait, à déjà de l'existant, Voilà. voilà, et d'avancer. Tu construis comme ça. C'est Et ça. parfois, ça arrive que sur un objectif, peu importe une technique à passer ou un kumikata ou quoi, ça dure des semaines et des semaines. Quand tu vois que c'est long, tu rechanges un peu ou tant pis, Bah, faut la persévérance. bah, ça dépend aussi du tempérament de la personne que tu as en face de toi. Si t'as une personne qui a pas du tout de difficulté à répéter et faire la même chose tous les jours, bon, bah, tu vas lui dire, allez, vas-y, parce que tu penses que c'est quand même une très bonne solution. Après, on va pas se mentir, aujourd'hui, notre jeune garde, si tu leur fais faire tous les jours la même chose, ils en ont marre. Ils en ont un peu marre. Donc, faut trouver des modalités, peut-être pour de manière non vraiment conscientisée, qu'ils font la même chose, mais de manière différente, en fait. C'est un peu plus divertissant. Voilà, un peu plus divertissant. Après, des fois, on leur rentre aussi un peu dedans. On leur dit, bah là, on va y passer du temps parce que clairement, il y a du boulot et il faut qu'on arrête de se poser 1000 questions et d'aller à droite, à gauche, mais peut-être j'ai vu de la lumière ici, et on peut y aller. Non, à un moment donné, on essaye de maintenir le cap sur quelque chose de très précis et on va au bout des choses, quoi. Et tu leur fais faire du travail seul ou pas, ou il n'y a pas le temps et c'est pas le sujet? Seul? Ouais, je sais pas, à la maison, des fois dans le vide. Des fois, j'ai vu quelques vidéos dans des documentaires courts. On en voit, par exemple, c'est comme s'ils font des randonnées dans le vide. Du shadow, un peu, ouais, type voilà. comme la boxe, ouais. Bah, moi, je trouve ça intéressant. Après, ça paraît assez, entre guillemets, creux comme élément. Mais je pense qu'il faut déjà, pour bien faire l'exercice, il faut déjà avoir une certaine maîtrise. Ok. Je sais que j'ai essayé de le mettre en place beaucoup sur des entraînements, de leur faire du Tendo Korenshu, un petit peu orienté. Et en fait, on se rend compte que c'est peut-être encore plus dur que quand t'as pas de partenaire. Parce que bah, quand tu as un partenaire, tu as un référentiel qui est en face de toi où tu sais sa jambe où elle est, comment je vais la faucher, etc. Même si dans l'ensemble, c'est pas très quali, mais dans Ça te l'ensemble, donne des points de repère, voilà, en fait. tu vas faire un coachigari et bon, qu'il soit super bon ou moyen, en fait, tu vas faire un coachigari. Par contre, quand tu le fais en Tendo Korenshu, bah, il va falloir que tu sois très très exigeant sur le placement et que la personne, en fait, elle répète un geste très juste et que surtout elle comprenne ce qu'elle fait. Tu vois, avec, j'en sais rien, de la préparation d'attaque, le petit déplacement. Ouais, je comprends, parce que comme du coup, le but du Tendoku, c'est quand même la répétition. C'est ça. Si on répète un truc qui est moyen, c'est Bah, quand même pas top. Exactement, ouais. Ok. Donc, en fait, c'est un peu un exercice que je trouve très intéressant, mais qui finalement est pas à mettre entre les mains d'un débutant, quoi. Ouais, je comprends. Sauf si tu passes beaucoup de temps à lui expliquer comment on fait cet exercice, bah je pense que ça peut le faire et ça peut lui permettre d'aller très très vite dans l'exercice. Mais généralement le débutant il a envie aussi de toucher, de voir vraiment ce qu'est la pratique. Donc comment j'arrive à trouver ces deux éléments qui vont faire que je lui donne un peu ça, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, je trouve que c'est intéressant pour peut-être les plus confirmés. Bah voilà, je trouve que nous, par exemple, quand on est contraint à aller avoir juste des séances de club le soir, ça peut permettre aussi de compléter. Bah tu vois, t'as ton travail de basse intensité, il peut être très bien fait là-dessus, ça peut être super. Tu vois, parce que tu vas pouvoir contrôler de manière très fluide ta fréquence cardiaque. Même si t'es capable de parler, bah, c'est suffisant. Tu vas être capable de gérer tes temps de travail. Tu vas être capable d'en faire le temps que tu veux et de l'augmenter aussi peut-être au fur et à mesure pour augmenter ton volume, ce qu'on disait. Tu vas éviter aussi les chocs parce que bah il y a quand même peu de risque de blessure. Oui.
Donc Pas de voilà, poids, ouais. pas de poids, une opposition qui est faible, peut-être juste un élastique, mais ça reste mesurable. Et en plus, tu peux le modifier. Hein. Je sais qu'il y a des élastiques avec des résistances plus ou Ouais. moins importantes. Donc en fait, tu peux bien maîtriser le sujet tout en visualisant. Donc tu as un travail aspect un peu prépa mental, hein. Même pas un peu, c'est de la préparation mentale avec de la visualisation pour savoir exactement les objectifs clairs que tu vas mener dans ta pratique. Et à côté de ça, bah, tu vas faire progresser ta technique et tu vas répéter Ouais. et tu vas avoir des automatismes très forts, quoi. Super. Ouais. Et alors, j'ai 2 dernières questions, si tu veux bien encore. Ça marche. 10 minutes, super. Juste, l'avant-dernière question, c'est est-ce que alors, avec tes athlètes qui ont donc beaucoup d'entraînement toutes les semaines ou avec ceux qui ont, comme on le disait, 1 fois par jour, par exemple, est-ce que du coup, toi, je sais que tu fais faire et tu fais de la prépa physique. En fait, il y a un peu ce truc toujours où on se dit, bah, autant faire que dans un contexte judo ou en tout cas vraiment relié à l'activité judo. Et puis d'autres qui vont se dire, bah non, c'est aussi au contraire. Moi, j'ai par exemple un copain, il me dit non, faut varier, faut aller faire d'autres choses. Est-ce que de la prépa physique pure ou des footings purs ou une autre activité qui est pas reliée au mouvement judo, Mmh. est-ce que c'est intéressant ou est-ce que pour toi c'est un peu une perte de temps et autant faire dans le judo? Ou est-ce qu'il y a pas de règle? Bah, la réponse, elle est pas facile à donner parce qu'elle est vachement conditionnée par le nombre de séances que tu fais par semaine. Ouais. Elle est vachement conditionnée aussi par ton expérience. Si quelqu'un a un passif de judoka depuis très longue date, qui a énormément pratiqué, énormément répété, bah peut-être que faire des choses qui sortent un peu de son contexte judo, ça va lui faire du bien. Ah ouais, donc tu prends aussi l'aspect mental en compte, Voilà. quoi. Peut-être que si t'as pas beaucoup de temps, bah il faut rentrer dans le vif du sujet et du coup faire quelque chose où il y a une vraie transversalité entre ta pratique judo et tes besoins, enfin ce que tu vas mettre en place en prépa physique, bah tu vas le faire. Je pense que par contre, ce qui doit être tout le temps commun, c'est que soit tu fais quelque chose d'assez éloigné, mais quand même dans ta tête, dans ton esprit, tu dois être conditionné pour la pratique. Ok. Si vraiment tu as un aspect de performance, hein, Ouais. je donne un exemple, mais si tu fais un squat, bah tu fais un squat et tu te dis Je fais un bah COI, quoi. ouais, en gros ouais, c'est un peu ça quoi. Et dans ta tête, t'es là pour ta pratique. Et je Ok. pense que juste cette intention-là de travailler pour ta pratique, en direction de ta pratique, déjà, elle t'oriente dans ce que tu fais. Après, il faut que tu aies toujours, même si tu fais des choses assez éloignées, il faut toujours que ça te rapproche. Si tu éludes toutes les pratiques de grip dans ta préparation physique, je pense que tu te manques quand même un petit peu parce que, à moins que tu aies le grip le plus important de la planète, mais Naturellement. voilà, naturellement, mais généralement, il va falloir quand même que tu continues à le travailler. Le fait d'oublier que bon, il y a quand même des risques de blessures et de faire un petit peu de prophylaxie pour faire un peu de prévention, etc. Ça reste très intéressant. Ouais. Mais puis ça dépend du volume que tu as de judo par semaine, de l'opposition. Je prenais un exemple très simple la dernière fois, c'est que si dans ton club il y a que des moins de 60 et que toi t'es en moins de 100, Ouais. bah ouais, il va peut-être falloir que tu aies, j'en sais rien, une petite pré-fatigue avant tes séances ou que tu sois capable de charger un peu plus lourd sur ta prépa physique ou que tu fasses quelque chose de très transférable dans la pratique judo pour pouvoir retrouver des situations que tu pourrais avoir face à des adversaires de ce poids-là parce que tu les as pas à l'entraînement. Et je sais que c'est des problématiques qu'ont Bah souvent oui, certains athlètes. complètement. Ouais. Surtout quand on est on est conditionné à son club. Bon, C'est ça. quand t'es pas à Paris, enfin, il y a pas forcément 12 clubs autour de chez toi. Donc oui, t'es conditionné à tes partenaires. Ah Mm. ouais, je comprends. Donc vraiment aller chercher aussi dans l'activité pour compléter C'est ça, peut-être ouais. ce qui manque au club. C'est Ouais. ça. Si tu as tout ce qu'il faut en termes d'opposition, etc., bah là, je te conseillerais plutôt de dire, bah écoute, vu que tu t'envoies déjà des séances de malade au club, tu fais des randonnées très intenses avec des partenaires de haut niveau, bah je te conseillerais plutôt de faire ce qu'on disait tout à Ouais, l'heure, c'est de la ça. basse intensité, Des tranquille, techniques, peut-être un répétitions. peu, voilà, un peu de prophylaxie, etc., un peu de continuer à faire ta musculation, etc., mais que ça soit pas une priorité. Si par contre t'as personne en face de toi pour pouvoir te défier physiquement, mais que t'es que sur les aspects techniques dans ton club, bah là au contraire, va chercher l'adversité dans ta pratique de préparation physique. Je pense que pour moi, c'est la réponse la plus claire qu'on pourrait donner C'est super, ouais. C'est très pour intéressant. répondre. Ouais, top. Et du coup, la toute dernière question, c'est sur la récup. Parce que moi, j'ai pas bien compris si la basse intensité, j'ai compris que c'était quand même plutôt pro-récupération.
Mais est-ce que du coup, on fait quand même des pauses totales? Alors évidemment, j'imagine que 1 ou 2 jours par semaine, ça peut être, tout à fait normal. Mais est-ce que sur une saison, c'est conseillé de s'arrêter 1, 2 semaines complètes? J'avais lu dans un endroit qu'en fait, s'arrêter longtemps, c'était jamais bon, qu'il valait mieux faire complètement diminuer le volume, mais quand même Mmh. continuer. Comment on récupère? Parce que c'est un gros, gros sujet, en tout cas chez les non haut niveau qui sont pas accompagnés de près là-dessus, c'est un gros sujet. Bah, le truc, c'est que si tu t'arrêtes longtemps, il va te falloir une reprise progressive ou Possible. équivalente quasiment. On peut penser c'est pas mal ça quand même. D'accord. Donc si je m'arrête 2 grosses semaines ou 3 semaines, faut penser que Bah, t'auras 2 ou 3 semaines de reprise progressive où tu vas générer de la courbature, tu vas devoir reprendre un petit peu les bases. OK. Après, bon, il y a les aspects mentaux, hein, pas seulement physiques, il y a les aspects mentaux. Je pense quand même que de couper une semaine, 10 jours dans l'année, de rien faire, ça peut quand même faire du bien. Ouais. Donc, ça me paraît quand même essentiel. Après, ça dépend aussi de tes problématiques. J'en sais rien. Peut-être que si le gars il décide de couper 10 jours là sur les vacances de Noël, mais qu'il a son poids à gérer, etc., c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc peut-être aussi toi aller agréger autour de ça un petit peu de préparation physique pour faire en sorte que tu récupères Ouais. tout en maintenant ton niveau de poids, etc., à peu près cohérent. Ouais. Euh, Et la basse intensité, j'ai bien compris, ça sert à la récupération? alors, la basse intensité, comme pas mal d'autres choses, elle va avoir tendance à activer le parasympathique, Ouais. qui est une des deux facettes du système nerveux. Donc, elle va nécessairement activer la récupération. Mais le truc, c'est que en fonction du type de fatigue qu'on a, et là, on arrive dans quelque chose de plus complexe, sur lequel je travaille beaucoup et je suis pas encore expert. Il va me falloir encore quelques années, je pense. C'est sur le travail de variabilité cardiaque. Et en fait, on étudie plusieurs typologies de fatigue et la sollicitation en face, bah, elle va être différente en fonction du type de fatigue. Alors, les plus courantes, c'est celle-là, c'est de se dire couper un jour, Ouais. faire un footing de récupération. Ça, c'est le plus courant. Mais des fois, c'est contre-productif de faire ça. Donc, des fois, tu vas plutôt solliciter du travail de sprint, du travail d'explosivité à des athlètes parce que ça va être la meilleure manière de récupérer. Ah, c'est dur à savoir ça alors. Donc ça va mettre de la complexité. Après, en toute honnêteté, si tu cadres bien ton entraînement et que tu as quelque chose de cohérent, par exemple, si tu t'entraînes 5 fois dans la semaine et que lundi, tu fais une grosse séance, mardi, tu fais une plus cool, mercredi, une grosse séance, jeudi, une plus cool, vendredi, une grosse séance, et bah, t'auras un équilibre dans ta semaine, t'as 1 ou 2 jours de pause le week-end. Généralement, il y a peu de chances que tu tombes dans le surentraînement. OK. Là, on a ces vraies problématiques. C'est à partir du moment où on a des grosses sollicitations, notamment sur les stages, sur des athlètes qui font du bi-quotidien. Et en fait, on arrive dans des zones d'ombre un peu des fois sur le type de fatigue de nos athlètes. Donc la réponse de basse intensité en mode t'as une plaquette de médicaments, je te Ouais. donne un peu tous les jours, ça ça peut avoir son effet et de manière intéressante de se dire bah tel jour dans la semaine, tel jour dans la semaine, on le met un petit peu en préventif, on va dire, mais c'est pas nécessairement la solution. OK. Mais la vérité, c'est que c'est quand même ça active la récupération de manière générale. Après, il y a des gens qui vont sur d'autres aspects, ils vont dire que bah ça va générer de la fatigue, ça va impacter aussi ton organisme parce que voilà. Après, c'est à toi aussi de choisir. Moi, par exemple, je fais beaucoup de sport porté, Ouais. type vélo, Ouais. où tu vas bah, moins solliciter tes articulations Oui. et du coup bah tu fais de la basse intensité, tes articulations tu les laisses un peu tranquilles, sachant qu'au judo on a déjà beaucoup Ouais. d'impact, avec les chutes, avec le travail d'appui, les torsions, etc. Donc on a déjà beaucoup de sollicitations, donc faut peut-être aussi le minorer un petit peu parfois. Ouais. Euh, à nous de trouver les bonnes modalités et pour mettre en place ce genre de travail. Le Tendo Korenchou peut en être une, la technique aussi. Voilà, il y a plein de choses, plein de modalités pour aller travailler là-dessus et essayer de trouver, en fait, finalement, c'est trouver un équilibre dans son entraînement pour chercher des intensités qui sont proches de la compétition et qui vont Ouais. nous permettre de progresser dans ce niveau-là d'exigence et à la fois de récupérer et de se sentir mieux et en fait
d'avoir un bon volume d'entraînement, Ouais. mais pas de tomber dans le surentraînement. Ouais, C'est pour ça la pouvoir complexité. tenir le long terme, tenir Voilà. la saison, quoi. Et on en revient à nos idées de constance et en fait de faire en sorte qu'il y ait le moins de blessures possible, qu'il y ait le moins de fatigue possible. Et si tu arrives à amener ça, bah, du coup, en fait, sur le long terme, tu vas gagner et tes athlètes, ils vont s'entraîner plus souvent, plus longtemps Plus longtemps, ouais. et avec moins de bobos, etc. Et du coup, tu progresses. Et en fait, c'est pour ça que des fois, tu vois des athlètes qui arrivent et puis qui passent tout doucement devant d'autres parce qu'en fait, ils ont ces process-là et puis ils ont moins de blessures et ils passent devant, devant, devant. Et puis en fait, ils sont sur leur lancée, ils sont très durs à rattraper, quoi. Génial. C'est super intéressant. En tout cas, j'aimerais bien, comme c'est un domaine que tu dis sur lequel tu t'intéresses beaucoup et que tu étais en voie d'être expert là-dessus. Moi, voilà, je me dis un jour, mon rêve, tu vois, on a des mondes Garmin et tout. Ça, c'est des trucs qui ont été créés pour les trailers, les coureurs. Mhm. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de littérature et d'infos là-dessus. Et c'est pas toujours évident de faire le miroir en judo parce que c'est quand même pas la même activité. Et voilà, je me dis que si un jour tu pouvais sortir une Garmin judo. Non, mais pour avoir ce que tu viens d'expliquer là en quelques mots, tu vois, pour avoir des éléments Mhm. précis et réussir aussi, parce que je trouve que c'est un vrai sujet surtout que le surentraînement, bah, souvent pour moi, en tout cas, je vois que quand il arrive, c'est déjà un peu tard. On l'a pas forcément vu venir. Et après, du coup, on comprend pas trop ce qui se passe. Le temps qu'on comprenne que c'est ça, il y a des semaines qui défilent. Mhm. C'est un vrai sujet quand même, je trouve ça. Après, ce qu'il faut pas oublier, et nous aussi, c'est une problématique donc qu'on a en tant qu'entraîneur, c'est qu'on a des fois des athlètes qui, c'est leur métier, ils font que ça. Puis il y en a d'autres qui ont la même exigence, mais ils sont obligés de bosser à côté, obligés de faire d'autres choses. Ouais. Et où ils vont à l'école, enfin ils ont plein de sollicitations. Et en fait, dans notre approche, c'est de se dire comment je fais pour que tout ça, ça fonctionne ensemble et que l'athlète progresse. Et en fait, tu peux pas fermer les yeux sur le fait qu'il a d'autres choses à côté. Ouais. T'es Si obligé de le prendre en compte dans voilà, c'est lui, quoi. et c'est pareil pour quelqu'un qui s'entraîne 3 fois par semaine. Si tu t'entraînes 3 fois par semaine, mais que tu as des journées de dingue, bah en fait, la seule fois où tu pourras faire une séance de haute intensité, bah ça sera peut-être le lundi parce que tu auras récupéré de ton week-end, ou la seule fois, ça sera le week-end parce que tu seras un peu reposé et que ta tête sera là. Mais vaut mieux peut-être faire ça et à côté faire des trucs plus cool et essayer de générer un maximum de forme plutôt que de venir à l'entraînement, d'être cramé à l'entraînement, de continuer à se cramer en s'entraînant. Et je pense que c'est aussi ce qui est un peu plus dur à comprendre pour un judoka qu'on estime loisir, c'est de se dire bah c'est pas parce que tu te la mets pas à Ouais, donf que tu ouais. vas pas progresser, Bah, quoi. je trouve que c'est ça. On a beaucoup de temps, quand on sort cramé, on se dit toujours, ah bah c'est bien, là forcément ça va me faire progresser. Et c'est vrai que c'est pas facile de Ça peut, ne pas se cramer. mais ça veut dire qu'il faut bien récupérer derrière, quoi. Ouais. Donc si tu te lèves demain à 6h et Faut que ton savoir entraînement il est à arrêter. 22h, bah, si tu le fais tous les jours, ça risque de t'impacter. Et nous, c'est pareil pour des athlètes qui ont des études. Si le lendemain matin, il a cours à 8h, si Ouais. je l'impacte trop, en fait, bah ouais, pendant 3-4 mois, ça va peut-être le faire, mais il va imploser, quoi. Mm. Et c'est dur de trouver cet équilibre pour réussir à avoir de la perf, quoi. Ouais. Écoute, génial. Vraiment, Kylian, merci parce que Avec là, on a plaisir. une mine d'infos dans lesquelles on pourrait vraiment bien, bien, bien étudier de près. Est-ce que je crois qu'il y a un stage que tu organises, il me semble, avec 2 collègues. C'est ça, ouais, on organise un stage le 5, 6, 7 janvier à Grigny. Il est Euh, encore temps de s'inscrire, je il est pense. encore temps de s'inscrire, ouais, on est dans le Money Time, là. Voilà. C'est un stage qui est très orienté sur la pratique du Newaza, qui est quelque chose qui m'intéresse beaucoup Ouais. ces derniers temps, peut-être parce que je vieillis. C'est souvent le Newaza, c'est plus facile quand tu vieillis. Mais surtout qu'en fait, on se rend compte que si tu es très très habile dans ce domaine, bah tu gagnes des matchs facilement. Là, je trouve qu'on le voit énormément dans les compétences. Enfin, nous qu'on regarde à la télé, là, c'est impressionnant. Donc, bah, on travaille avec un des spécialistes en jiu-jitsu brésilien qui est Olivier Michalesco, qui va intervenir. Et puis, il y a Alexandre Idir et moi-même qui allons intervenir. Et l'idée, c'est de créer des ponts et d'avoir cette transversalité entre la pratique du jiu-jitsu brésilien, qu'on a l'impression qu'est éloigné du judo, mais pas tant que ça. Ok. Et les judokas qui ont l'impression que le judo, c'est loin pour eux aussi. Et comment on fait pour mixer ces deux entités et de prendre le meilleur des deux mondes. Donc c'est ça le projet. On espère avoir pas mal de monde et on espère que ça va Ouais. bien tourner et qu'on va s'éclater aussi. Mais l'idée, c'est vraiment de progresser, de se nourrir de ces deux mondes pour faire progresser. Interdisciplinarité, C'est ouais. ça, ouais. On n'est pas si loin, on a un kimono, enfin,
il est un peu différent. Des fois, ils sont de couleur noire de leur côté, mais on a les mêmes choses. Il y a des projections chez eux. Chez nous, il y en a beaucoup plus, mais il y en a. Ok. Sur les liaisons de boussole, ils ont quelques trucs en plus que nous on n'a pas, hein, notamment les clés de cheville, genoux qu'on peut pas faire. Mais tout le reste, les osaekomi, les clés de bras, les sankaku, les étranglements, on a tout en commun. Donc en fait, et moi je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses en pratiquant le jiu-jitsu brésilien. C'est qu'en fait, des fois tu t'y aurais pas pensé, mais c'est tellement simple en fait quand on te l'explique, quoi. Donc je pense qu'on peut aller chercher on peut aller chercher pas mal d'infos chez eux et progresser énormément. Donc c'est le projet. Très belle initiative. Voilà, et puis si on veut te suivre, je sais que tu as ton compte Instagram. Tu as un compte Facebook aussi, je crois? J'ai un compte Facebook et un compte Instagram. Ouais, je suis un peu plus actif sur Instagram. Voilà. Flamme 91, donc toute l'actu de Flamme 91, parce que je sais que vous êtes souvent initiateur de stages et de... Ouais, on a un compte Instagram qui fonctionne bien, avec des réseaux sociaux actifs. C'est une des volontés. Et puis ta salle de sport aussi, Fit Health Station, c'est à Charenton-de-Pont. On a une salle de coaching vraiment orientée, on va dire perte de poids, santé, pour monsieur et madame tout le monde. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on a des gens qui ont accédé au haut niveau, qui ont entraîné à haut niveau, et de pouvoir donner tous ces petits tips qui ont mis du temps à être maîtrisés, de les donner à monsieur et madame tout le monde, et puis que tu puisses progresser avec ça, en fait, quoi. Un grand merci, ça c'est vraiment super. Merci pour nous, mais les messieurs, madame tout le monde, parce que c'est hyper précieux. Donc un très grand merci. Avec super, plaisir. Je mettrai tous les liens en description. Top. Merci à toi de m'avoir reçu, et puis on se dit à très bientôt sur les tatamis. Et à très bientôt. Salut Kylian, merci.